Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Les athlètes olympiques sont complexes. On en a beaucoup parlé depuis les dernières semaines. Évidemment, bon, ils doivent se perfectionner dans leur sport. Après ça, on parle d'entraînement, on parle de repos, on parle de sommeil, on parle de préparation mentale. Et aujourd'hui, dans Le Devoir, il y avait un article intéressant qui parlait de nutrition, mais aussi des problèmes alimentaires dont peuvent souffrir certains athlètes. Ça a été le cas, entre autres, de la judoka Catherine Beauchemin-Pinard. D'ailleurs, malheureusement, elle a perdu ce matin. J'ai regardé son combat en prolongation. En plus de ça, elle avait l'air vraiment déçue parce que c'est peut-être ses derniers Jeux. Mais elle a même publié un livre là-dessus à la suite des Jeux olympiques de Tokyo où elle a remporté la médaille de bronze. Et ce qu'on peut retenir, entre autres, comme citation, elle dit « J'étais épuisée, j'avais peur de ne pas être à la hauteur de mes médailles aux Jeux olympiques. » Donc, par la suite, là, évidemment, elle avait peur de ne pas être à la hauteur parce que quand tu rencontres les gens, quand tu as des adversaires, ben, tu es une médaillée olympique. Elle dit, je me réveillais la nuit et j'en pleurais de gros sanglots. J'étais perdu. Donc, toute cette pression-là, on va en discuter avec Mélanie Olivier, nutritionniste, diététiste du sport et ex-skieuse d'élite. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a fait rire là-dedans? C'est que vous avez un titre très long? Ex-skieuse d'élite, ça fait longtemps. Mais vous l'avez été quand même. Oui, quand même. Oui. J'ai tout fait pas mal dans le sport, là. J'ai skié, j'ai fait du vélo, j'ai organisé des événements, j'ai coaché. Donc, pour me retrouver avec les athlètes et leur garde-manger. Oui, c'est quand même complexe. On réalise pas à quel point c'est complexe, l'alimentation des athlètes, parce qu'ils doivent des fois prendre beaucoup d'un tel produit, de tels aliments, parce qu'ils en ont besoin pour performer. Par la suite, ils ont une période de repos, donc doivent un peu changer leur alimentation. Pendant les grandes périodes d'entraînement, évidemment, les athlètes dépensent tellement qu'ils ont besoin d'un apport calorifique important. Donc, tout ça devient un peu mélangeant, puis souvent, en plus, on leur dit quoi prendre. Donc, ils n'ont même pas à y penser eux-mêmes. Ça dépend toujours du niveau. Quand on parle des athlètes en développement, ils sont souvent amenés à être très autonomes jeunes. Dépendamment des sports dans lesquels ils sont, ça change beaucoup. Si on prend, par exemple, des joueurs de hockey qui vont se retrouver en pension ou qui vont se retrouver à être pris en charge très jeunes, ils ont souvent moins d'outils que d'autres sports qui vont être plus laissés à eux-mêmes et doivent se débrouiller et faire leur repas, s'organiser beaucoup plus jeunes. Fait que ça, c'est sûr que c'est des environnements qui sont très différents. Fait que clairement, l'alimentation, c'est aussi beaucoup l'environnement dans lequel on est élevé, le milieu, la culture du sport. C'est beaucoup plus que juste des macronutriments. Oui, effectivement. Mais il y a toute cette pression de performance, cette pression de, au déjeuner, tu devrais prendre au dîner, tu devrais prendre ça, au souper, tu devrais prendre ça. Ça devient beaucoup quand même à ingérer pour l'athlète. Ça peut devenir beaucoup, mais en même temps, c'est pas si complexe que ça. C'est quelque chose qu'ils font 3 à 6 fois par jour, tous les jours de la semaine. Ce qui devient compliqué, c'est surtout comme là, dans un sport à catégorie de poids. C'est sûr qu'on va parler plus des sports esthétiques pour avoir travaillé 20 ans dans la boxe professionnelle. C'est clair que c'est un défi. C'est un défi de devoir faire un poids. Mais dans la plupart des sports, il y a un poids auquel l'athlète va performer le mieux et va être en santé. Et ça, c'est notre objectif ultime. C'est la ligne mince sur laquelle on se promène pour s'assurer que l'athlète est en santé et soit à un poids de performance. Et là, quand tu parles de ça change selon l'année, ça, c'est la périodisation qu'on appelle. Donc, nous, notre travail, c'est de travailler avec l'entraîneur, avec les événements qu'ils vont avoir durant l'année pour valider quel est le poids de performance et à quel moment on est là, parce que les athlètes ne sont pas toujours à un poids de performance. En cyclisme, on entend beaucoup affûtage. Donc, tout ça, c'est des terminologies qu'on va utiliser dans la périodisation, où est-ce qu'on donne un certain jeu dans la composition corporelle, dans le poids, pour que l'athlète puisse performer et rester en santé. Ça, Déjà, c'est vraiment une des clés.
Vous avez dit le mot poids, je ne sais pas combien de fois déjà là, dans la dernière minute. Est-ce que ça peut devenir complexant, justement, pour les athlètes? Parce que Absolument. on les pèse, on les mesure, on regarde la masse, la masse de gras, Beaucoup etc., moins etc. qu'avant. OK? Ouais, beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Je dirais qu'on a évolué beaucoup à ce niveau-là. Puis même, j'ai fait l'observation à mon entourage. Je regardais la natation. Et puis, c'est pas vrai que les gars, même si c'est 200 mètres libre, on voyait à travers le petit Mario, il y avait un petit bourrelet. C'est pas le six-pack, c'est pas... donc, ça a évolué énormément autant dans les sports olympiques que dans les sports d'élite, où est-ce qu'on se rend compte que c'est pas nécessairement l'image qui va être égale à la performance, là. Fait que ce que le corps a l'air versus ce qu'il est capable de faire, c'est deux choses. Ouais. De toute façon, il n'y a pas deux athlètes pareils. Fait qu'il y en a un qui peut Exactement. performer à tant de livres, même grandeur. Il y en a un qui c'est à tant de livres qui est efficace, l'autre moins. Il y en a un qui va muscler naturellement, là, facilement, l'autre pas, mais ça veut pas dire qu'il est moins puissant pour autant. Fait que ça, on a progressé là-dessus, puis on a compris un On peu. a beaucoup, ouais, on a compris. Dans les sports où est-ce qu'il y a de l'accompagnement, c'est certain. Je pense que je vous ai perdu. Ah non, c'est juste en gros plan sur vous. Non, ok, c'est beau. Je suis encore Ah, là. ok, C'est d'accord. juste là. J'ai eu peur. Non, faites-vous-en pas. Regardez, je Fait suis que de c'est ça. retour. Ok, c'est bon, j'entendais un moment de silence. Fait que c'est sûr que ça va dépendre beaucoup des sports, là, où est-ce qu'on va avoir beaucoup de pression. Les sports esthétiques, c'est sûr que si on regarde les sports qui sont en maillot, les sports de gymnastique, les plongeons, etc., c'est aussi un enjeu, là. Bien entendu, la natation artistique est pas exempt de ça non plus. On a les yeux du monde rivés sur le corps des gens, donc c'est clair que ça met une pression sur les athlètes. Et là, c'est à l'entourage de justement bien gérer cette pression-là, aider les athlètes à s'assurer que justement, ils s'alimentent suffisamment de la bonne façon, au bon moment, et que la relation avec la nourriture reste saine, parce que Mhm. c'est souvent là où est-ce qu'elle parle, Catherine, où est-ce que ça s'en va. Et c'est pour ça que, bon, il y a une nutritionniste qui l'accompagne, une psychologue. Et ça, c'est sûr que c'est vraiment un bel environnement, mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Non, parce qu'évidemment, il y a des coûts qui sont reliés à ça. Alors, tout dépendamment comment on a Du niveau. performé, on a des meilleurs budgets. Puis, vous parlez des sports où est-ce qu'on voit un peu plus le corps. Ça, j'imagine Mhm. que ça met une pression énorme, particulièrement chez les jeunes filles, parce que je lisais récemment là, une golfeuse un peu sexy, qui est pas tant bonne au golf, mais qui attire des commanditaires comme ça se peut pas grâce à sa silhouette. Mais ça Mhm. vient un peu avec. Je regardais le volleyball féminin de plage. Tu sais, De tu fais place. aïe aïe. Mais en même temps, ça, tu choisis pas toujours d'avoir la taille fine, puis les hanches parfaites. Puis ça veut pas dire que tu es moins bonne en patin pour Non. autant, mais ça doit complexer quand même plusieurs athlètes. C'est beaucoup de travail et c'est pour ça qu'on voit les athlètes, plus ils vieillissent, plus ils sont à l'aise avec leur corps. Mais plus jeunes, c'est vraiment, oui, très risqué, très dangereux de tomber dans justement une alimentation troublée ou des troubles alimentaires carrément, que ce soit l'orthorexie, l'anorexie, boulimie, etc., pour arriver à maintenir un standard de beauté Mhm. dans des sports comme ça. Fait que c'est clair que, puis en plus, si c'est valorisé avec les médias, avec les commanditaires, ça devient de plus en plus difficile. La pression, elle est forte sur les filles et de plus en plus sur les garçons également, parce Ah ouais, hein? que ils sont pas exempts là, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux C'est et sûr. de ce qui est fait, là, même la gomme pour remettre la mâchoire carrée, etc. Là, il y a tellement de choses au niveau de Qu'est-ce que je voulais l'apparence dire? Ils se mettent de la gomme, mettons, dans le bas il y a des des... nouvelles gommes pour faire en sorte qu'on va avoir la mâchoire, pour travailler la mâchoire pour qu'elle soit plus carrée. C'est fou Ah ce qu'on ouais. invente, là. C'est quoi Ouais. le nom de cette gomme-là? Parce que moi, j'ai le visage plutôt rond. Ouais, mais je pense pas que c'est par là qu'il faut passer. Là, ça, là, on ira pas là. Dites-moi, on en rit, là, mais en avez-vous vu beaucoup des athlètes qui avaient des troubles alimentaires, qui avaient des problèmes avec ça? Trop, beaucoup trop. C'est vraiment triste à chaque fois. Puis moi, j'invite les parents à être à l'affût de ça.
Même récemment, j'ai reçu un courriel. Ah, j'ai un petit peu d'inquiétude. Mon fils refuse de manger telle ou telle chose. Il veut se faire ses repas lui-même. Il veut plus sortir au restaurant. Être à l'affût de ce qu'il regarde aussi et les personnes qui suivent sur les réseaux sociaux. Parce que justement, il y a des stratégies qui sont mises de l'avant, qui sont vraiment malsaines. Il y a beaucoup de choses, tu sais, les 5 choses qui vont qui sont à bannir. On va bannir des aliments, on va faire la promotion du jeûne, mais de la mauvaise façon. Donc, il y a vraiment beaucoup de stratégies qui sont mises de l'avant, qui peuvent être très malsaines. Puis, si on voit arriver une rigidité dans l'alimentation, faut juste être à l'affût de ça. Parce que plus on le prend rapidement, plus on peut aider. Parce que comme Catherine le mentionne dans son parcours, elle a eu droit à prendre énormément de poids, après ça revenir, après ça reprendre. Puis ça, c'est quand on s'en va là, ça devient de plus en plus difficile d'arriver avec une relation saine avec la nourriture, là. Ouais, puis en tant que parent, il faut pas en ajouter non plus. Parce que souvent, en plus, Non, on il voit faut nos pas petits en athlètes à la ajouter. maison. Là. Prenons l'exemple d'une petite fille qui ferait du patinage artistique ou de la gymnastique. Puis là, elle est toute petite, puis elle est toute svelte. Elle a 9 ans, elle a 10 ans. Puis à un moment donné, elle a 12 ans, puis elle a 14 ans. Puis il y a des formes qui arrivent. Puis la dernière chose dont elles ont besoin, c'est un petit commentaire de « Voyons, il me semble que tu as pris de la fesse un peu. » Tu sais, en tant que parent, là, ben, il faut faire très attention à ça. Oui, je sais, la ligne, elle est très, très mince pour faire en sorte d'être quand même inquiet, de s'assurer que l'enfant va manger des bonnes choses. Puis de comprendre aussi dans la croissance, il y a toujours j'appelle ça l'effet Poppy Chow, là, où Ouais. l'enfant va croître, puis après ça, ben il va. Tu sais, comme quand ils sont bébés, des fois, ils ont une poussée de croissance, des fois, ils viennent poteler un peu, puis ça finit par tout s'organiser. Fait que comment être quand même à l'affût quand il y a la petite portion potelée, puis après ça, il y a la poussée de croissance. Ouais. Ben, c'est dans les choix alimentaires, dans s'assurer que l'enfant dort bien, est pas anxieux, et a des amis, et se fait pas bullier à l'école. Des choses comme ça qui vont indiquer que le milieu est encore sain, c'est vraiment important pour s'assurer et que la relation avec la nourriture est bien. Voir si l'enfant donne pas ses collations ou fait pas des échanges de collations. Puis c'est de donner une grande autonomie aux enfants, leur donner les outils pour pour jouer avec les aliments. Travailler, vraiment cuisiner, puis c'est ça qu'on parle, Catherine Nolot, la nutritionniste, en parle dans l'article. Souvent, les jeunes, surtout là, quand ils sont pris en charge très jeunes, vont dans des pensions, n'ont pas à préparer les repas. Puis ça va vite dans la vie, puis souvent, ça prend beaucoup de patience de laisser un enfant couper un piment, Ouais. couper Ouais. des aliments. Non, attends, ça, je vais le Faut être faire. patient. Hmm. Oui, c'est ça. Ça va pas assez vite pour nous autres. Puis là, ben, on se dit, ah, ben, gars, ça va. Oui, ils font un petit peu de dégâts. Ouais, Puis on ouais, n'aime ouais. pas ça parce que, ouais. Fait qu'il il faut donner la chance aux enfants de se mouiller, de travailler les aliments, de connaître les aliments pour que cette relation-là soit saine puis qu'ils soient le plus autonome possible. Moi, j'ai eu des joueurs de hockey de 18-19 ans à l'épicerie. Puis dans l'oreille, ils m'ont dit, Mélanie, j'ai jamais fait d'épicerie de ma vie. Hmm. C'est pas grave, regarde, on va commencer tranquillement, on va le faire. Puis, ou qui connaissent pas les aliments. Fait que c'est vraiment précieux, ça. Fait que si vous avez dans les vacances un cadeau à faire à vos enfants, c'est ça, de faire des repas en famille, de cuisiner en famille. Puis surtout si c'est des athlètes, c'est sûr qu'ils ont moins de temps. Fait que quand il y a des moments dans l'horaire où est-ce que c'est moins occupé, profitez-en vraiment pour vraiment mettre Faire de les l'éducation. mains dans l'assiette, là. Oui, oui. Exact. Puis nous, on est là pour ça. Les nutritionnistes, ça fait partie de notre travail d'éduquer justement pour savoir quoi manger, quand le manger, quelle quantité, si, si on ne sait pas trop. Mais en général, l'appétit, la satiété sont là pour nous guider, là. Mélanie, dernière question. Le danger des influenceurs, des médias sociaux, des poudres Mm. miracles, parce que ces magasins-là pop de partout. Là. Ah, ça, si tu prends ça après ça, ça va te donner des muscles. Ça, si tu prends ça après ça, ça va aider à éliminer. Tous ces produits miracles-là, on fait attention. Et les gens qui les proposent Oui, aussi. oui. Oui, vraiment, renseignez-vous sur justement la formation des gens qui vont faire une évaluation.
Maintenant, on est rendu même en magasin de vente de suppléments, on va faire une évaluation. Ces gens-là ont pas de background médical la plupart du temps. Nous, on en a un. Et on doit tenir compte, l'alimentation, c'est tout l'environnement, c'est les antécédents médicaux, c'est ce qui a été pris comme médicament, ce qu'il y a eu comme problème clinique, et c'est de la relation d'aide. Et si on arrive on fait une évaluation, on dit, ben moi, je te recommande ça, puis tel produit, puis tu devrais peser tant, sans considérer qu'il peut y avoir un petit profil anxieux, qu'un enfant prend par exemple, là, on a des médicaments pour le TDAH. Il y a tellement de choses maintenant qui sont présents. Puis si la personne n'est pas formée pour ça, peut faire des recommandations qui peuvent être très nocives. Fait que c'est sûr que de vraiment se poser des questions sur la formation, sur l'objectif de la personne, puis l'objectif qu'on a aussi en allant là, quand vient le temps d'être inquiet ou de vouloir faire un changement alimentaire. Mélanie Olivier, nutritionniste et diététiste du sport, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.